Et si je vous disais qu'un empire immense, bâti au sommet des montagnes les plus inaccessibles du monde, a réussi à prospérer sans argent, sans roue et sans écriture traditionnelle, tout en gouvernant des millions de personnes? Me croiriez-vous? Cet empire, c'est celui des Incas. Un peuple mystérieux, visionnaire et puissant, qui a construit des routes traversant des milliers de kilomètres d'Andes, qui a érigé des citadelles comme le mythique Machu Picchu, et qui a créé une organisation sociale si sophistiquée qu'elle continue encore aujourd'hui à fasciner les historiens. Mais comment un peuple né dans des vallées reculées a-t-il pu bâtir un empire qui rivalisait avec les grandes civilisations du monde? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu si brutalement? Avant de plonger ensemble dans cette histoire incroyable, je t'invite à liker cette vidéo pour soutenir le travail de la chaîne, à t'abonner si tu veux découvrir d'autres civilisations fascinantes, à partager cette vidéo avec tes amis passionnés d'histoire, et bien sûr à commenter pour me dire ce que tu connais déjà ou ce que tu aimerais apprendre sur les Incas. Chaque interaction de ta part aide la chaîne à grandir et me motive à te proposer toujours plus de contenu de qualité. Alors installe-toi confortablement, ouvre grand ton imagination, car nous allons voyager ensemble à travers les Andes, là où l'air est mince mais l'histoire est immense. Voici l'histoire de l'Empire Inca, l'un des royaumes les plus impressionnants de toute l'humanité. Partie 1, Origine. Pour comprendre l'origine de l'Empire Inca, il faut plonger dans les légendes, car chez ce peuple, le mythe et l'histoire se mélangent intimement. Les Incas eux-mêmes racontaient que leurs ancêtres ne sont pas apparus comme les autres hommes, mais qu'ils venaient du monde sacré des dieux. Selon la tradition, le dieu créateur Viracocha, après avoir façonné le soleil, la lune et les étoiles, aurait donné naissance aux premiers hommes. Mais voyant que certains peuples étaient rebelles, il les aurait transformés en pierre, et aurait choisi une lignée spéciale pour guider les autres, celle qui deviendra le peuple Inca. La légende la plus connue raconte l'histoire de Manco Capac et Mama Oclo, frères et sœurs mais aussi époux, envoyés par le dieu soleil, Inti, au lac Titicaca. Leur mission? Civiliser les hommes, leur apprendre à cultiver la terre, à vivre en société et à honorer les dieux. Guidés par un bâton d'or qui devait s'enfoncer dans la terre fertile, ils marchèrent jusqu'à la vallée de Cusco. Là, le bâton disparut dans le sol, signe que c'était l'endroit choisi par les dieux pour fonder la capitale d'un futur empire. Cusco, le nombril du monde, était né. Bien sûr, derrière la légende, il y a aussi la réalité historique. Les Incas n'étaient au départ qu'une petite tribu installée dans la région de Cusco, au cœur des Andes, au début du XIIIe siècle. Ils n'étaient ni nombreux ni puissants, et vivaient entourés d'autres peuples rivaux. Pendant longtemps, ils n'étaient qu'un peuple parmi d'autres, parfois même dominés par leurs voisins. Mais ce qui allait faire leur différence, c'était leur capacité d'organisation, leur foi inébranlable dans leur mission divine, et surtout, l'art de se rallier des peuples à leur cause. Imaginez un petit village accroché aux montagnes, avec des maisons en pierre et en paille, et une société organisée en familles élargies, appelées Aïeux. Chaque Aïeux travaillait la terre collectivement et partageait les récoltes. C'était une vie simple, dure, mais profondément communautaire. Cette base allait devenir le socle de l'organisation sociale Inca, même lorsque leur empire s'étendrait sur des milliers de kilomètres. Peu à peu, les premiers chefs Incas commencèrent à affirmer leur autorité sur les villages alentours. La légende cite une succession de rois mythiques, mais l'histoire retient surtout que c'est avec Pachacuti, au XVe siècle, que la transformation devint spectaculaire. Mais ça, c'est déjà l'histoire de l'âge d'or. Ce qui est fascinant, c'est que les Incas, dès leurs origines, avaient une vision très particulière du monde. Pour eux, la terre n'était pas une simple ressource, mais une mère, Pachamama, qu'il fallait respecter et nourrir. Le soleil, Inti, n'était pas seulement un astre, mais le père protecteur du peuple. Chaque montagne, chaque rivière, chaque pierre même pouvait avoir une force spirituelle, une énergie qu'ils appelaient Uaka. Cette relation sacrée à la nature leur donna un lien puissant avec leur territoire, et une motivation quasi mystique à le défendre et à l'agrandir. C'est cette combinaison entre la légende divine et l'organisation pragmatique qui permit aux Incas de survivre et de se renforcer. Imaginez un peuple qui croit fermement être choisi par les dieux, installé dans des montagnes presque infranchissables, mais qui, au lieu de rester isolé, développe un incroyable talent pour l'intégration. Au lieu d'écraser systématiquement ses ennemis, il propose souvent au peuple vaincu d'intégrer leur empire en échange de protection et de participation à un projet plus grand que chacun d'eux. Ainsi, à partir de ce noyau initial autour de Cusco, un petit peuple allait poser les bases d'un empire colossal. Mais souvenez-vous, à ce stade, rien ne laissait encore présager la grandeur future. Ce n'était qu'un groupe parmi tant d'autres, une société naissante,
qui portait cependant en elle une étincelle unique, la conviction d'être le peuple du soleil, destiné à régner sur les Andes. Et cette conviction allait bientôt changer le destin de tout un continent. Partie 2, l'âge d'or. Après avoir posé ses fondations à Cusco, le petit peuple inca allait entrer dans une période de transformation spectaculaire. Cet âge d'or commence véritablement avec l'arrivée au pouvoir de Pachacuti, souvent considéré comme le plus grand empereur de l'histoire inca. Son nom signifie celui qui bouleverse le monde, et c'est exactement ce qu'il fit. Sous son règne, au milieu du XVe siècle, l'empire inca passa d'un simple royaume local à un vaste empire qui allait s'étendre sur plus de 4000 km, du nord de l'équateur jusqu'au centre du Chili, englobant le Pérou, la Bolivie et même une partie de l'Argentine. C'était alors le plus grand empire de l'Amérique précolombienne. Mais comment les Incas ont-ils réussi cet exploit monumental? La clé réside dans leur organisation, leur économie et leur culture unique. Une armée disciplinée, mais pas seulement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'expansion inca ne reposait pas uniquement sur la guerre. Certes, leur armée était redoutable, composée de milliers de soldats issus de différentes régions de l'Empire. Ils utilisaient des frondes capables de projeter des pierres avec une force impressionnante, des lances et des massues. Leur discipline et leur entraînement faisaient d'eux une force respectée dans toute la cordillère des Andes. Mais ce qui faisait la vraie différence, c'était la stratégie d'intégration des Incas. Au lieu de massacrer systématiquement leurs ennemis, ils proposaient souvent aux peuples conquis d'intégrer l'Empire. En échange, ces peuples recevaient la protection inca, des terres redistribuées, et surtout l'accès à leur formidable réseau d'infrastructures. Ceux qui acceptaient devenaient alliés, ceux qui refusaient affrontaient la puissance de Cusco, et finissaient tôt ou tard absorbés. Une économie sans argent. Un autre élément fascinant de leur âge d'or est leur économie. Les Incas n'avaient pas de monnaie. Oui, vous avez bien entendu, un empire gigantesque sans argent. À la place, tout reposait sur un système de réciprocité et de redistribution. Chaque famille devait fournir une part de travail, appelée mia, au service de l'État, cultiver les terres impériales, construire des routes, ou participer aux grands travaux. En échange, l'État garantissait la sécurité alimentaire et distribuait les surplus en cas de famine ou de catastrophe naturelle. Imaginez, des greniers énormes, construits dans les montagnes, remplis de maïs, de pommes de terre séchées, chuneaux et de quinoa, stockés pour des années. Ce système permit de nourrir des millions de personnes, même dans les zones les plus arides des Andes. Une véritable prouesse d'ingénierie sociale et agricole. Des routes et des villes extraordinaires. L'âge d'or inca, c'est aussi l'éblouissement de leur architecture et de leurs infrastructures. Leur réseau routier, appelé le Capac Nan, s'étendait sur près de 40 000 km. Des chemins pavés traversaient les montagnes, franchissaient des ponts suspendus en corde et reliaient toutes les régions de l'Empire. Ces routes permettaient aux messagers, appelés chasqui, de transmettre rapidement des nouvelles et des ordres grâce à un système de relais. Et que dire de leur ville? La capitale, Cusco, fut transformée par Pachacuti en une véritable métropole impériale. Construite en forme de puma, symbole de force, elle accueillait des palais somptueux, des temples recouverts d'or, comme le Coricancha, le temple du soleil, dont les murs brillaient littéralement à la lumière du jour. Et bien sûr, impossible de parler de l'âge d'or sans évoquer le mystérieux Machu Picchu, probablement construit sous Pachacuti. Perchée à 2400 mètres d'altitude, cette citadelle cachée entre les montagnes demeure une énigme. Était-ce une résidence royale, un sanctuaire religieux, ou les deux à la fois? Ce que l'on sait, c'est que son architecture, parfaitement adaptée au relief, témoigne d'un génie sans égal. Une culture vibrante. Mais les Incas, ce n'étaient pas seulement des routes et des pierres. Leur culture rayonnait dans tous les domaines. Leur religion plaçait le soleil, Inti, au centre de leur vie spirituelle, mais ils vénéraient aussi la lune, les étoiles, et surtout les forces de la nature. Chaque fête religieuse, chaque rituel, renforçait le lien entre l'État et les dieux. Ils n'avaient pas d'écriture au sens classique, mais utilisaient les quipus, de fascinants cordages noués, pour enregistrer des données, impôts, récoltes, population. Une mémoire collective unique, qui intriguait déjà les Espagnols à leur arrivée. Leur art, leur tissu coloré, leur céramique, reflétaient à la fois leur quotidien et leur spiritualité. Et la musique, jouée avec des flûtes de PAN et des tambours, accompagnait les danses lors des grandes cérémonies. Voilà à quoi ressemblait l'âge d'or de l'Empire Inca, un monde sans argent, mais avec une économie florissante, un peuple qui construisait des citadelles dans les nuages, un empire qui alliait la puissance militaire à une incroyable capacité d'intégration culturelle.
Mais comme toute grande civilisation, les Incas allaient aussi rencontrer des défis immenses, qui mettraient leur empire à l'épreuve. Partie 3, les grands dirigeants. Derrière chaque grand empire se cachent des dirigeants visionnaires, des stratèges, mais aussi parfois des hommes déchirés par des rivalités internes. L'empire Inca n'échappe pas à cette règle. Pour comprendre sa grandeur et sa chute, il faut plonger dans l'histoire de ces empereurs, appelés les Sapa Incas, littéralement, l'unique Inca. Des souverains considérés comme les fils du soleil lui-même. Les premiers fondateurs de Manco Capac à Inca Roca. Tout commence, selon la légende, avec Manco Capac, le fondateur mythique de la dynastie Inca, envoyé par le dieu soleil pour guider les hommes. Bien qu'il soit difficile de distinguer la légende de la réalité, il est considéré comme le premier souverain de Cusco. Ses successeurs immédiats Osinchi Roca, Lok Yupanqui, Maita Capac, Capac Yupanqui restèrent pour la plupart des chefs locaux, consolidant lentement la petite cité de Cusco et ses alentours. Ce n'était pas encore un empire, mais ils posèrent les bases d'un pouvoir dynastique. Un tournant important survint avec Inca Roca, souvent décrit comme l'un des premiers véritables dirigeants historiques. Il réorganisa la société et renforça le prestige de la capitale. Mais malgré ses efforts, à ce stade, les Incas restaient encore fragiles face aux peuples voisins. Viracocha Inca, l'expansion avant la tempête. Puis vint Viracocha Inca, nommé ainsi en hommage au dieu créateur. Sous son règne, Cusco commença à s'étendre réellement, mais il connut aussi de terribles menaces. Une puissante tribu ennemie, les Chancas, attaqua la capitale. Face à ce danger, Viracocha décida de fuir, mais son fils, Pachacuti, resta. Et c'est ici que naît la légende. Pachacuti, le transformateur du monde. Pachacuti Inca Yupanqui est sans doute le plus grand des souverains Incas. Son nom signifie celui qui renverse le temps et l'espace, et il ne l'a pas volé. Alors que les Chancas s'apprêtaient à écraser Cusco, Pachacuti rassembla les guerriers, organisa la défense et infligea une défaite écrasante aux envahisseurs. À partir de ce moment, son destin changea, il prit le pouvoir, transforma Cusco en capitale impériale et lança l'expansion fulgurante de l'empire. C'est lui qui fit bâtir les grands palais, les temples recouverts d'or, et probablement le Machu Picchu. Son règne marque véritablement le début de l'empire Inca tel que nous le connaissons. Mais Pachacuti n'était pas seulement un conquérant. C'était aussi un administrateur hors pair. Il mit en place une organisation centralisée, avec des gouverneurs régionaux, et fit construire le gigantesque réseau routier qui reliait l'empire. Il institua une vision cosmique du pouvoir, le Sapa Inca n'était pas un simple roi, il était le fils du soleil, garant de l'ordre du monde. Tupac Yupanqui, le conquérant des mers. Après Pachacuti, son fils Tupac Inca Yupanqui poursuivit l'expansion avec une énergie redoutable. Il soumit le nord, jusqu'en Équateur, et le sud jusqu'au Chili et l'Argentine. Sous son règne, l'empire devint réellement colossal. Une anecdote fascinante raconte qu'il aurait même organisé une expédition maritime vers l'océan Pacifique, atteignant peut-être des îles éloignées, comme les Galapagos ou même la Polynésie. Mythe ou réalité, cela montre l'ambition sans limite de ce souverain. Tupac Yupanqui était surnommé le Napoléon des Andes pour son génie militaire. Mais au-delà de ses conquêtes, il renforça aussi les liens culturels entre les peuples intégrés à l'empire. Huayna Capac, l'apogée, et les fissures. Le fils de Tupac, Huayna Capac, hérita d'un empire immense. Sous son règne, l'empire Inca atteignit son apogée territorial. Mais gouverner un territoire aussi vaste n'était pas une tâche facile. Il dut affronter des révoltes, notamment dans le nord, mais réussit à maintenir l'unité. Cependant, son règne fut marqué par un drame, la maladie. Lorsqu'il se rendit dans le nord, à Quito, il aurait contracté une étrange épidémie, probablement la variole, transmise par les premiers contacts indirects avec les Européens qui débarquaient déjà sur le continent. Sa mort brutale, suivie de celle de son héritier désigné, plongea l'empire dans le chaos. Atahualpa contre Huáscar, la guerre fratricide. À la mort de Huayna Capac, deux de ses fils se disputèrent l'empire, Atahualpa, basé à Quito, et Huáscar, installé à Cusco. Une guerre civile terrible éclata. Atahualpa finit par triompher, mais au prix de milliers de vies et d'un empire profondément affaibli. Et c'est à ce moment précis, alors que les Incas étaient divisés, que les Espagnols menés par Francisco Pizarro débarquèrent. La rencontre entre Atahualpa et les conquistadors allait sceller le destin de tout un empire. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Des rois légendaires aux empereurs conquérants, des bâtisseurs visionnaires aux frères ennemis,
les grands dirigeants incas ont façonné un empire unique, mais aussi semé les graines de sa fragilité. Et face aux défis à venir, leur héritage allait être mis à rude épreuve. Partie 4, défis et crises. Même les empires les plus puissants ne sont jamais invincibles. Pour les Incas, les crises commencèrent bien avant l'arrivée des Espagnols. Leur immense empire, construit à la vitesse de l'éclair, était aussi fragile qu'impressionnant. Derrière les routes pavées et les temples dorés, des fissures commençaient à apparaître. Les défis naturels. L'empire Inca s'étendait sur des territoires parmi les plus hostiles du monde, des sommets enneigés à plus de 6000 mètres, des déserts arides comme l'Atacama, et la redoutable forêt amazonienne. Ces paysages magnifiques étaient aussi une menace constante. Des tremblements de terre secouaient régulièrement les Andes, détruisant villages et temples. Les sécheresses pouvaient ruiner des récoltes entières, obligeant l'État à puiser dans ses réserves. Même avec leur ingénierie agricole brillante, terrasses de culture, canaux d'irrigation, stockage massif, les Incas restaient à la merci des forces de la nature. Mais leur plus grand défi ne venait pas seulement de la terre ou du ciel. Il venait des hommes. Révolte et résistance. Si les Incas parvinrent à bâtir un empire gigantesque, ce fut souvent en intégrant des peuples conquis. Mais tout le monde n'accepta pas si facilement la domination de Cusco. Dans le nord, les Canaries résistèrent farouchement, tout comme certains peuples de la côte péruvienne. Les Incas avaient beau offrir une intégration douce, en échange de travail et de loyauté, beaucoup voyaient en eux des envahisseurs. Des révoltes éclataient régulièrement, que l'armée devait réprimer avec fermeté. Ce système d'intégration, qui avait fait leur force, commençait à montrer ses limites. L'empire était immense, divers, parfois difficile à contrôler. Les rivalités internes. Mais le véritable poison vint de l'intérieur. Après le règne glorieux de Pachacuti, Tupac Yupanqui et Huayna Capac, l'empire était à son apogée, mais aussi au bord de la fracture. À la mort soudaine de Huayna Capac, probablement emporté par la variole, un terrible vide politique s'ouvrit. Son héritier officiel étant mort presque en même temps, deux de ses fils revendiquèrent le trône, Huáscar, basé à Cusco, et Atahualpa, établi à Quito. Cette rivalité plongea l'empire dans une guerre civile d'une brutalité sans précédent. Pendant des années, les armées s'entre-déchirèrent, incendiant villages et massacrant populations. Finalement, Atahualpa triompha, mais à quel prix? Le pays était épuisé, ses forces divisées, et ses peuples profondément meurtris. L'ombre des maladies venues d'ailleurs. Et comme si cela ne suffisait pas, une menace invisible s'abattit sur l'empire avant même que les Espagnols ne posent réellement le pied sur leur terre, les maladies européennes. Apportées par les premiers contacts indirects à travers le continent, la variole, la rougeole et la grippe commencèrent à se répandre. Ces épidémies étaient totalement inconnues dans le Nouveau Monde, et les populations n'avaient aucune immunité. Résultat, des centaines de milliers de morts, y compris dans les familles royales. Cette catastrophe démographique fragilisa encore plus un empire déjà secoué par la guerre civile. L'arrivée des conquistadors. Et c'est à ce moment précis, au cœur de cette tourmente, que débarqua un petit groupe d'hommes venus d'Espagne, mené par Francisco Pizarro. Ils étaient à peine quelques centaines, mais ils portaient avec eux des chevaux, des armes à feu, de l'acier, et surtout une soif insatiable d'or et de pouvoir. Lorsque Pizarro rencontra Atahualpa à Cajamarca, en 1532, il profita de la division Inca et tendit un piège. L'empereur, confiant et sûr de son autorité divine, se présenta sans armes, entouré de ses gardes. Les Espagnols attaquèrent brutalement, des milliers de soldats Incas furent massacrés en quelques heures, et Atahualpa capturé. L'empire, qui avait résisté aux Chancas, aux révoltes internes et aux catastrophes naturelles, vacilla face à une poignée d'hommes déterminés et sans scrupules. Un empire en crise permanente. La guerre civile, les maladies, les révoltes, la fragilité de son immense territoire, tout cela avait préparé le terrain pour la conquête. Les Espagnols ne firent qu'exploiter des failles déjà béantes. Au fond, les Incas furent victimes de leur propre réussite. Leur empire, trop vaste, trop rapide à se développer, manquait de temps pour consolider son unité. Et lorsque le destin les mit face à des envahisseurs venus d'un autre monde, l'édifice s'effondra en quelques années seulement. Les défis et les crises de l'empire Inca ne furent donc pas seulement des coups du sort. Ils furent le résultat d'un mélange fatal, la grandeur et la fragilité, la gloire et la division, la puissance et la vulnérabilité. Un équilibre brisé, qui allait ouvrir la voie à la chute la plus brutale de toute leur histoire. Partie 5, la chute ou transformation. L'empire Inca, immense et majestueux,
semblait inébranlable. Pourtant, en l'espace de quelques années seulement, il allait s'effondrer. La chute d'une civilisation qui avait mis des siècles à se construire fut brutale, presque irréelle. Mais elle fut bien réelle. Atahualpa prisonnier. En 1532, après sa victoire contre son frère Huáscar dans la guerre civile, Atahualpa se croyait maître absolu des Andes. Fort d'une armée immense, il ne voyait dans les Espagnols qu'un petit groupe insignifiant d'étrangers. Mais Pizarro, habile stratège, utilisa la ruse. À Cajamarca, il invita Atahualpa à une rencontre soi-disant pacifique. L'empereur, sûr de sa puissance et de son aura divine, se présenta sans armes, entouré de milliers de serviteurs et de soldats non armés. C'est là que tout bascula. Les Espagnols déclenchèrent une attaque surprise, cavalerie, fusils, canons, en quelques heures, des milliers d'Incas furent massacrés. Atahualpa fut capturé. L'Empire venait de perdre son cœur. La rançon d'or et d'argent. Pizarro, conscient de la valeur de son prisonnier, exigea une rançon. Atahualpa promit de remplir une pièce entière d'or et deux de la même taille avec de l'argent. Imaginez, des temples dépouillés, des objets sacrés fondus, des tonnes de richesses accumulées durant des siècles. Et pourtant, malgré ce paiement gigantesque, Atahualpa fut exécuté par les Espagnols, étranglé en 1533. L'Empire venait de perdre son empereur, son office du soleil. La prise de Cusco. Après la mort d'Atahualpa, Pizarro marcha vers Cusco, la capitale sacrée. Les Espagnols n'étaient qu'une poignée, mais ils avaient un avantage décisif, ils s'appuyaient sur les divisions internes de l'Empire. De nombreux peuples soumis, lassés de la domination inca, choisirent de s'allier aux envahisseurs. En 1533, Cusco tomba. Les palais dorés furent pillés, les temples sacrés profanés. Ce qui avait été le centre du monde andin fut réduit au silence. Les derniers Incas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Incas ne disparurent pas du jour au lendemain. Pizarro plaça sur le trône un empereur fantoche, Manco Inca, croyant pouvoir contrôler la résistance. Mais rapidement, Manco Inca s'échappa et leva une armée pour reprendre Cusco. Son siège de la capitale en 1536 fut épique, des dizaines de milliers de guerriers incas encerclèrent la ville. Pendant des mois, les Espagnols furent au bord de la défaite. Mais les armes à feu, les chevaux et les alliés indigènes des conquistadors firent pencher la balance. Après cet échec, Manco Inca se replia dans les montagnes, à Vilcabamba, où il fonda une résistance inca clandestine. Pendant près de 40 ans, ses descendants continuèrent à gouverner un nouvel empire inca en exil, menant des guérillas contre les Espagnols. Ce n'est qu'en 1572, avec l'exécution de Tupac Amaruy, dernier héritier impérial, que le rêve d'un empire inca indépendant s'éteignit définitivement. Transformation d'un monde. La chute de l'empire inca fut donc rapide et brutale, mais elle ne signifia pas la fin de la culture andine. Bien au contraire. Sous la domination espagnole, beaucoup d'éléments de la civilisation inca furent transformés, intégrés ou dissimulés. Les temples furent détruits ou convertis en églises, mais les pierres incas restèrent, servant de base aux nouvelles constructions coloniales. À Cusco, par exemple, le couvent de Santo Domingo s'élève encore aujourd'hui sur les murs du Temple du Soleil, témoignage d'une fusion forcée entre deux mondes. Les Espagnols imposèrent leur langue, le castillan, mais le quechua, langue des Incas, continua de vivre, et reste aujourd'hui encore parlé par des millions de personnes dans les Andes. La religion catholique remplaça officiellement les cultes incas, mais beaucoup de traditions ancestrales survécurent, mêlées aux fêtes chrétiennes. Derrière les processions et les églises, les offrandes à Pachamama à la terre-mère ou les célébrations du soleil continuèrent, parfois en secret, parfois ouvertement. Une fin, ou une renaissance? La chute de l'empire inca ne fut donc pas une disparition totale, mais une transformation. Leur pouvoir politique fut brisé, mais leur culture, leur langue, leurs traditions ont traversé les siècles. Aujourd'hui encore, dans les villages des Andes, on cultive les mêmes variétés de pommes de terre qu'autrefois, on tisse des étoffes aux motifs millénaires, on danse et on chante sur les airs venus du temps des Incas. Et chaque lever de soleil sur le Machu Picchu rappelle au monde que, malgré la conquête, l'âme des Incas n'a jamais disparu. L'empire Inca s'est effondré face à la puissance des conquistadors, mais il a survécu à travers sa culture, ses croyances et ses héritiers. Et peut-être que la vraie force d'un peuple ne réside pas seulement dans ses victoires militaires ou ses palais dorés, mais dans sa capacité à vivre encore, des siècles après sa chute. Partie 6, l'héritage et l'impact aujourd'hui. 5 siècles après la chute de l'empire Inca,
leur héritage continue de briller, tel un soleil qui ne s'éteint jamais. Bien que leur pouvoir politique ait été brisé par la conquête espagnole, leur culture, leur savoir et leur mémoire vivent encore à travers les Andes et au-delà. Mais comment ce peuple disparu a-t-il pu laisser une empreinte si profonde sur notre monde moderne? Des monuments qui défient le temps. Le symbole le plus éclatant de cet héritage est sans doute le Machu Picchu, redécouvert par Hiram Bingham en 1911. Perché dans les montagnes, cet ancien sanctuaire royal est devenu une merveille du monde moderne et attire chaque année des millions de visiteurs. Mais le Machu Picchu n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les murs cyclopéens de Sacsayhuaman à Cusco. Les terrasses agricoles de Pisac et de la vallée sacrée. Les mystérieuses lignes de Nazca, liées à des cultes andins plus anciens mais préservés par les Incas. Ces monuments témoignent non seulement d'un art architectural hors du commun, mais aussi d'une vision spirituelle. Chaque pierre, chaque terrasse, chaque temple était lié au cosmos, aux dieux et à la nature. Héritage agricole et alimentaire. Les Incas ont aussi transformé notre alimentation. Imaginez, sans eux, nous ne connaîtrions peut-être pas la pomme de terre, aujourd'hui consommée partout dans le monde. Les Incas cultivaient plus de 3000 variétés de ce tubercule, adaptées à différents climats et altitudes. Et ce n'est pas tout. Le maïs, élément sacré et base de leur nourriture, continue de nourrir des milliards de personnes. Le quinoa, redécouvert récemment comme superaliment, était déjà une graine sacrée pour les Incas. La coca, plante aux usages rituels et médicinaux, reste encore aujourd'hui importante dans les Andes. Leur génie agricole, avec leurs terrasses, leur système d'irrigation et leur maîtrise des sols de haute altitude, inspire encore les agronomes modernes face aux défis du changement climatique. Langue et tradition vivante. L'Empire Inca n'a pas totalement disparu. Sa langue, le quechua, continue d'être parlée par près de 10 millions de personnes en Amérique du Sud. Dans les marchés de Cusco, dans les villages du Pérou, de Bolivie et d'Équateur, on peut encore entendre cette langue millénaire, transmise de génération en génération. Et que dire des traditions? Les fêtes incas, bien que transformées par le christianisme, vivent encore à travers des célébrations comme l'Inti Raymi, la fête du soleil, recréée chaque année à Cusco et qui attire des foules immenses. La musique andine, avec ses flûtes de PAN et ses tambours, garde la mémoire sonore de cette civilisation. Chaque mélodie jouée dans les Andes raconte encore un peu l'histoire des Incas. Spiritualité et vision du monde. L'héritage inca ne se limite pas aux monuments ou à la nourriture, il réside aussi dans leur philosophie de vie. Pour les Incas, l'homme n'était pas séparé de la nature. Il faisait partie d'un grand équilibre entre le ciel, la terre et les ancêtres. Ce lien sacré se retrouve dans la vénération de la Pachamama, la terre-mère, et du soleil. Aujourd'hui, dans un monde confronté à des crises écologiques, cette vision prend une résonance particulière. Elle nous rappelle que la prospérité ne vient pas de la domination de la nature, mais de l'harmonie avec elle. Un patrimoine mondial. Grâce à leur grandeur, les Incas occupent une place unique dans l'imaginaire mondial. Des films, des documentaires, des romans et même des jeux vidéo s'inspirent de leur univers mystérieux et fascinant. Leur héritage est aussi une source de fierté identitaire pour les peuples andins. Revendiquer les racines incas, c'est affirmer une continuité culturelle et une résistance face aux siècles de colonisation. L'UNESCO a inscrit plusieurs sites incas au patrimoine mondial, reconnaissant leur valeur universelle. Les leçons des Incas pour aujourd'hui. Mais l'impact des Incas ne se limite pas au passé. Leur histoire nous enseigne plusieurs leçons. 1. La fragilité des empires, même la plus grande puissance peut tomber en quelques années si elle est divisée et prise de court. 2. La résilience culturelle, malgré la conquête, leur langue, leurs traditions et leur mémoire ont survécu. 3. L'importance de l'harmonie avec la nature, leur agriculture durable nous montre un modèle d'équilibre que notre monde moderne peine encore à atteindre. L'Empire Inca n'est pas seulement une page tournée de l'histoire. C'est un héritage vivant, qui résonne encore dans les Andes et dans le cœur de millions de personnes. Leur chute fut brutale, mais leur esprit n'a jamais disparu. À travers chaque pierre, chaque chanson, chaque mot en quechua, les Incas continuent de nous parler. Et peut-être que le vrai Empire Inca n'a jamais cessé d'exister. Conclusion Empire Inca. L'histoire de l'Empire Inca est celle d'un peuple qui, en moins de 3 siècles, a bâti le plus grand empire des Amériques. Partis d'un petit village dans la vallée de Cusco, guidés par la foi en leur mission divine, ils ont construit des routes, des citadelles et des systèmes agricoles qui défient encore le temps. Leur âge d'or a brillé comme un soleil éclatant, une économie prospère, une armée redoutable, des dirigeants visionnaires,
et une culture profondément liée à la nature et au cosmos. Mais cette puissance, comme toutes celles de l'histoire, n'était pas invincible. Les guerres internes, les rivalités et surtout la conquête espagnole ont provoqué une chute rapide, brutale, parfois tragique. Et pourtant, les Incas ne sont jamais vraiment morts. Ils vivent dans les pierres de Machu Picchu, dans les champs de pommes de terre et de quinoa, dans la langue quechua encore parlée, dans les fêtes andines où le soleil est toujours honoré. Leur héritage est vivant, et leurs leçons résonnent aujourd'hui plus que jamais, harmonie avec la nature, solidarité communautaire, humilité face au temps. Alors, la question est simple, que retenons-nous de leur histoire? La grandeur éphémère d'un empire ou l'immortalité d'une culture? Si cette histoire vous a captivé, je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire. Et maintenant, dites-moi en commentaire, selon vous, quel est l'héritage le plus précieux que les Incas nous ont laissé?